Alsace, 4 juin 1954. J'épouse Joséphine. Sans la guerre, je ne l'aurais même jamais connue. C'est la guerre qui a forgé notre destinée. Elle m'a emmené en Alsace, moi, Hubert Agnzetti, né à Saint-Claude, petite ville du Jura, le 26 avril 1923. Je suis l'aîné d'une famille de 4 enfants. Après mon certificat d'études, je fais mon apprentissage dans une fabrique de pipes et j'aide mon père en transportant le lait dans les bouilles depuis la ferme de Diel jusqu'à l'épicerie Herzog. À partir du 5 juin 1940, les armées allemandes se lancent à travers la France. Le 15 juin, elles font leur entrée en Franche-Comté. Le 19, elles sont à Saint-Claude. À l'arrivée des Allemands, je me réfugie à Camp-Londaude jusqu'au 21 juillet 1940. Puis je reprends mes activités à la ferme de Diel. 1943, j'ai 20 ans. Je suis convoqué au mois d'août au chantier de jeunesse au Châtelard en Haute-Savoie. Ces camps de travail pour les jeunes de mon âge ont été créés par le gouvernement Pétain. Il s'agit de travaux d'intérêt général, comme la remise en état des routes dévastées, la fabrication de charbon de bois ou l'aide à la population. Novembre 1943, je suis convoqué par le STO, le service du travail obligatoire. Il a été institué par le régime de Vichy sous la pression des autorités allemandes. Il fallait compenser le manque de main-d'œuvre dû à l'envoi des soldats sur le front. Mais je décide de ne pas y aller. Mon refus me plonge dans la clandestinité. Je rejoins le maquis du Haut-Jura et je souscris un engagement volontaire dans l'armée secrète. Je prends une nouvelle identité. Je suis désormais Gaston André Gindre, né le 18 juillet 1918 à Fournières-le-Haut, ouvrier agricole. Ici, Londres. Veuillez écouter maintenant quelques messages personnels. L'éléphant s'est cassé une défense. Nous répétons, l'éléphant s'est cassé une défense. Pierrot ressemble à son grand-père. Nous répétons, Pierrot ressemble à son grand-père. Le facteur s'est endormi. Nous répétons, le facteur s'est endormi. Le dimanche 9 avril 1944, je voudrais fêter Pâques en famille à Diel. Mais je me fais arrêter tout près de là, à la Crozat, par l'armée allemande. Par le plus grand des hasards, je croise mon frère Dominique et mon père qui livrent le lait à Saint-Claude. Les Allemands renvoient Dominique à la ferme pour chercher une bouille de 40 litres de lait, sans quoi nous étions tous exécutés. Puis je suis conduit sur la place du Pré à Saint-Claude. Ce même dimanche à 7 h du matin, le tambour avise la population que tout homme de 18 à 45 ans doit se présenter avant 10 h sur la place du Pré pour un contrôle d'identité. Ainsi, une grande majorité de la population est rassemblée sous la surveillance des Allemands. Klaus Barbie est présent, anonyme. On m'envoie dans un groupe de 302 personnes, composé en majorité de jeunes. Nous pensons que nous allons être affectés de force au STO, nous qui étions réfractaires ou déjà engagés dans la résistance. Nous passons la nuit dans l'école, et le lendemain, entassés dans des bus, nous sommes conduits vers la gare. Là, nous prenons place dans un train de voyageurs où on peut lire sur les wagons « Terroristes du Haut-Jura ». Le train part pour Compiègne et nous emmène au camp de Royal-Lieu, deuxième camp d'internement en France après Drancy, où nous arrivons le 13 avril. J'y reste un mois, une étape entre la prison d'où l'on vient et le camp où l'on va. Les conditions d'internement sont honteuses, le régime alimentaire est réduit au plus strict minimum, les brimades et les vexations sont quotidiennes. Royal-Lieu devient l'antichambre de la déportation. 37 285 déportés partiront de Compiègne pour Buchenwald en 26 convois du 5 juillet 1942 au 18 août 1944. Les transports se font en wagons à bestiaux, embarquant chacun une centaine de prisonniers. Mon enfer commence pendant mon transfert vers Buchenwald, le 14 mai 1944. Nous sommes plus de 2000 dans ce train,
dont mes 301 concitoyens de Saint-Claude. Il n'y a pas d'eau, certaines personnes boivent leur urine, et à l'arrivée on dénombre de nombreux morts, et d'autres sont devenus complètement fous. Ainsi j'arrive à 21 ans au camp de Buchenwald, revêtu de l'habit de déporté rayé, tous mes effets personnels ayant été confisqués. On m'attribue le numéro 49 825 que je dois connaître par cœur et en allemand. La descente vers l'abîme se poursuit. Sous des conditions climatiques terribles, je partage les souffrances morales et physiques avec mes semblables. Je reste à Buchenwald jusqu'en juin 1944. Après le débarquement des forces alliées en Normandie, je suis transféré à Dora. Je participe à des travaux très pénibles comme la construction d'un puits. D'autres creusent des galeries ou assemblent des fusées de destruction V1 et V2. À Dora, les déportés meurent de faim, de froid, de fatigue, de torture. Je me protège du froid avec des sacs de ciment, je mange de l'herbe. Devant l'avance des troupes alliées, aussi bien à l'est qu'à l'ouest, le camp de Dora est évacué à partir du 1er avril 1945. Je suis transféré à Bergen-Belsen, autre enfer de l'univers concentrationnaire allemand. Le surpeuplement, la faim, les épidémies sont la cause d'une très forte mortalité évaluée à 50 000 victimes. C'est bien la fin d'une horreur sans nom pour les détenus du camp de Belsen, où 60 000 hommes, femmes et enfants ont vu arriver les troupes anglaises. Comme ceux de Ravensbrück, de Buchenwald, d'Auschwitz et d'ailleurs, ces malheureux arrachés à tous les coins de l'Europe étaient promis à l'extermination. Privés de nourriture, privés d'eau, privés de soins, ils étaient destinés à succomber dans ce camp de la mort lente pour la plus grande gloire du peuple des seigneurs, car ce peuple ne sait régner que sur des cadavres. Combien sont morts ici dont les dépouilles tragiques s'étalent au soleil? En vérité, je vous le dis, il y a un compte terrible ouvert entre ce peuple et ses cadavres. 15 avril 1945, je suis enfin libéré comme les autres détenus. Mon état de santé est préoccupant, je ne pèse plus que 45 kilos, j'ai une double pneumonie, la tuberculose et bien sûr des séquelles de tous les mauvais traitements qu'on m'a infligés. Déporté tu as été, tant pis pour toi évidemment. En tout honneur, tu as le droit de te taire, premièrement. Je rentre à Diel le 2 mai 1945, soit quelques jours avant la capitulation de l'Allemagne nazie. Mon frère Gilbert m'accueille, me donne une chaise. Je m'assois. Gilbert m'enlève les bottes allemandes que j'ai sur moi et je m'écroule. La guerre est terminée, je suis revenu chez moi, mais je ne suis plus qu'un fantôme. Tu recevras la viande quotidiennement. Foie de veau tu absorberas en piqûre, malheureusement. À partir de l'automne 1945, je suis soigné de la tuberculose. D'abord à la Chaudet-Crotenay, puis à Dole, enfin à Arosa en Suisse. Septembre 1948, je suis admis au centre des mutilés de Mulhouse. Je reprends en même temps des études et j'obtiens un CAP de radioélectricien. Puis en 1952, je deviens professeur d'électronique dans ce même établissement. Avec mes copains Bastide et Badier, on va régulièrement rendre visite à la petite infirmière du centre de réadaptation. On a souvent des angines et son grog est réconfortant. Elle s'appelle Joséphine. À l'été 53, elle me présente à ses parents.